de cette poursuite de vecteurs qui s'appelle la poursuite de vecteurs orthogonales, qui corrige ce problème d'oscillation. Et pour le corriger, une façon simple, et au lieu de faire une projection sur la simple droite qu'on a choisie, on va faire des projections sur l'ensemble, sur l'espace engendré par toutes les composantes qui ont été choisies dans le passé. De telle sorte que le résidu soit toujours orthogonal aux composantes choisies dans le passé. Ainsi, une composante ne pourra jamais être choisie deux fois. T'as un autre critère que oui. Alpha plus petit que L. Oui, on peut aussi mettre une borne sur lorsqu'on a voilà sur le résidu. C'était pour simplifier. Ouais. La somme des résidus, non, le signal. Bah, la norme L2, des résidus ou le min des deux, enfin. Oui, voilà. D'accord. Ça c'est la version simple. Après, il y a des raffinements. Donc maintenant, pour illustrer juste la poursuite de vecteurs orthogonales, on va considérer un ensemble qu'on appelle gamma ici, qu'on appelle actif set, qui est l'ensemble des éléments qui ont été choisis dans le passé du dictionnaire. Et la première étape est identique. Simple projection sur chacune des droites. Donc pi1, pi2, pi3 qui sont les projections. J'ai changé un tout petit peu les notations pour une raison que vous allez voir dans le transparent précédent suivant. Donc même histoire, on a une valeur non nulle pour alpha, qui correspond à la troisième composante. On a l'actif set qui est égal à l'élément 3, donc gamma. Mais l'étape suivante va changer. L'étape suivante, on va faire des projections à la fois sur l'espace, sur le plan engendré par D3 et D1. Donc on obtient un point qui est ici. Et on va faire une projection sur le plan engendré par D3 qui avait été choisi à la première itération et l'élément D2. Et on obtient, en fait, on obtient une projection qui est égale qui se trouve sur le même endroit que le résidu. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, c'est la façon dont j'avais généré les données. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le vecteur Y était en fait sur le plan D2, D3. Donc en fait, on a complètement reconstruit nos signaux, notre D1, D2, D3. C'est-à-dire là, on a choisi 3 et 2. Y, il est dans le plan D1. Oui. C'est un peu dur à voir, comme le tableau est en 2D, mais si j'avais un moyen de faire des rotations, on pourrait le voir. C'est la façon dont j'avais simplement généré les données. Et en fait, donc on voit que dans ce cas-là, la poursuite de vecteurs orthogonales nous a donné la solution qui est cette valeur-là, donc deux coefficients pour 2 et 3 et un actif set qui est 2 et 3. Donc en deux itérations sans problème d'oscillation. Maintenant, après, vous allez me dire, oui, mais ces projections sur des sous-espaces peuvent être beaucoup plus coûteuses. Et en pratique, si on regarde l'algorithme naïf, c'est-à-dire celui qui est compréhensible, mais celui qu'on n'implémentera pas en pratique de cette façon-là, consiste à, comme je vous l'ai montré, donc partir d'un ensemble de variables actives qui est nul. On va faire L itérations. Maintenant, on connaît le nombre d'itérations parce qu'on sait que à la Lième itération, on aura une parcimonie de L. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Donc D indicé par gamma correspond à la sous-matrice qui correspond aux éléments du dictionnaire correspondant à l'ensemble gamma. D'accord? Maintenant, je vais regarder parmi tous les éléments qui n'ont pas été choisis, quel est l'ensemble de variables actives qui permet le mieux de diminuer ma fonction objectif. Donc ça semble assez lourd. Ici, on a donc on est censé résoudre des problèmes de moindre carré à tout va. Donc supposons qu'on soit capable de faire ça efficacement. On choisit une variable, on la rajoute dans l'actif set, on met à jour le résidu en faisant une projection orthogonale de notre vecteur d'entrée sur le sous-espace engendré par les variables correspondant à l'actif set gamma, donc c'est par cette simple formule qui est une projection orthogonale, et on a les coefficients correspondants. Donc en pratique, on peut faire des implémentations qui sont beaucoup plus efficaces que ça. Donc je vais juste donner quelques éléments de recette, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça deviendrait juste assez technique. En pratique, la clé pour obtenir une implémentation efficace, c'est de maintenir une décomposition de Cholesky de cette matrice. La raison étant qu'à chaque fois que cette matrice qui intervient ici et ici est mise à jour, il s'agit d'une mise à jour de rang 1. Donc en fait, la mise à jour de la décomposition de Cholesky ne coûte pas cher. On peut aussi utiliser le lemme d'inversion de matrice qui donne peut-être un peu moins stable, mais qui donne... Enfin, c'est des détails d'implémentation qui permettent d'avoir des choses assez efficaces. Pour vous donner un exemple, donc j'ai mis du code en ligne, et si je prends mon image Lena, j'extrais tous les patchs, j'en ai 250 000, des patchs de taille 8 x 8. Je charge en mémoire un dictionnaire, donc je suppose qu'il est donné par l'utilisateur, vous prenez ce que vous voulez. Donc c'est un dictionnaire qui contient 256 éléments pour des imagettes de taille 8 x 8.
Je suppose que je souhaite avoir 10 éléments non nuls dans mes décompositions, et en faisant des décompositions donc, de ces 250 000 patchs en parallèle, je suis capable d'en traiter 230 000 par seconde. C'est-à-dire tous les patchs de l'ENA, je les ai traités en 1 seconde et quelques, en utilisant cette implémentation efficace de la poursuite de vecteurs. Donc c'est des choses qui sont très efficaces pour des problèmes à petite échelle. Donc c'est très adapté en fait pour traiter un grand nombre de signaux de petite taille. En fait. Donc ça c'était tout pour l'approche. Oui. Une question. En fait, la poursuite il garantit de jamais resélectionner le même atome. Mais s'il fait une erreur, mais par contre, en termes de convergence, en termes de toutes ces machines de poursuite classiques, il va reprendre un atome et ça va pas augmenter le élément de nul. Au final, c'est pas très gênant si ce qu'on cherche, il a quelqu'un pour tout dépend du. En gros, si on veut faire un parallèle avec des techniques d'optimisation plus classiques, le matching pursuit, ça correspond à du coordinate descent. On fixe toutes les coordonnées sauf une et on la met à jour. L'autre, c'est l'approche plus globale, on met à jour plusieurs coordonnées en même temps. On met à jour toutes les coordonnées correspondant à... La question subsidiaire, c'est est-ce que finalement le résultat qui est obtenu en termes de reconstruction, il est meilleur En pratique, oui. Enfin, moi, mon expérience avec les données que j'utilise, c'est pas forcément vrai en général. J'ai bien des résultats meilleurs avec le OMP. Les résultats qui garantissent qu'ils sont meilleurs que le OMP, bon, il y a des garanties statistiques avec des hypothèses qui n'ont rien à voir avec les données réelles que j'utilise, qui te disent que sous certaines hypothèses, si jamais ton signal d'origine a été généré avec un certain pattern de non-zéro, tu as des garanties de retrouver le bon pattern, sous certaines hypothèses assez fortes en fait. En fait, ça te dit juste que OMP est capable de résoudre le problème non convexe sous certaines hypothèses très fortes sur tes données. Bon, c'est juste les seules garanties que je connais en fait dessus. Et quid de l'initialisation, parce que ça va fortement dépendre des premiers éléments de ta base que tu choisis pour remplir ce Oui, alors en fait, l'OMP, s'il fait une erreur, tu la gardes jusqu'au bout. Voilà. Et il y a quelques variantes qui permettent de faire des étapes backward. En pratique, j'ai jamais vu ça améliorer de façon... C'est ta façon de casser la combinatoire quelque part que tu as souligné. Oui. Donc il y a des variantes qui permettent de faire des étapes backward, d'enlever des variables, mais en pratique, moi j'ai pas vu d'amélioration. J'ai essayé, j'ai pas vu. Il y a des études. Moi j'ai juste essayé avec mes données, ça ne changeait pas grand chose. Il n'y a jamais eu de souci. Il y a aussi le même type d'études. Dans tes résultats d'un coup. Non, il y a le même type d'études statistiques que pour OMP, à peu près le même type de garantie pour des hypothèses aussi fortes dans les deux cas. Donc maintenant, je sais pas, il me reste combien de temps? 15 minutes, je sais pas. Je sais pas. Sébastien, combien de temps? Ouais. Je sais pas, je me suis plus à quelle heure j'ai commencé. C'est entre toi et lui. Sinon, je peux faire 10 minutes pour la version optimisation convexe. Ouais. Donc, je vais parler d'un algorithme qui est peut-être où je vais faire d'abord un slide parce que c'est important et c'est simple, et après je ferai la version technique qui est importante aussi, mais pour d'autres raisons. Donc, une méthode d'optimisation générique qui peut vous intéresser pour optimiser ce type de fonction, c'est-à-dire une fonction différentiable plus un terme non différentiable, ce qu'on appelle les méthodes proximales, qui fonctionnent sous quelques hypothèses, qui est que f doit être... en fait, ça marche dans le cas qui est différentiable en fait, avec un gradient Lipschitz, donc convexe. Et en fait, l'idée est de généraliser un peu la descente de gradient, en faisant des choses qui marchent beaucoup mieux que avec la descente de sous-gradient, dans certains cas particuliers où on sait gérer d'une certaine façon ce terme non différenciable. Donc gérer dans le sens suivant, ces types de méthodes vont résoudre une séquence de problèmes d'optimisation qui sont plus simples, considérés comme plus simples, qui consistent autour de l'estimée courante alpha k, on va faire d'abord une approximation linéaire de f, d'accord, on va rajouter un terme quadratique avec un paramètre L ici qui empêche l'itérée suivante d'aller trop loin. Pourquoi? Parce que l'approximation linéaire n'est valide que localement. Et on rajoute notre terme non différenciable. Donc en fait, en quoi ça c'est intéressant? C'est intéressant lorsqu'on sait résoudre ça efficacement. Donc ça efficacement, en fait, ça a une forme qu'on peut réécrire de façon équivalente comme ceci, où on a donc notre nouveau point alpha qui devra être proche de alpha k moins un pas de gradient. Donc en fait, on se rend déjà compte que si jamais on n'avait pas le terme différentiable, lambda égale à 0, à quoi correspond cette étape? Elle correspond
un simple pas de gradient. Donc on retrouve une descente de gradient classique. Maintenant, on peut rajouter un terme non différenciable, et en fait, dans de nombreux cas, on a des formes closes. Notamment lorsqu'on a la norme L1, on obtient un seuillage doux. Donc c'est un peu magique. Ça permet de généraliser un peu la descente de gradient dans des cas non différenciables. Et donc, oui, exemple que j'ai donné tout à l'heure, dans le cas de la norme L1, cet opérateur-là qu'on appelle opérateur proximal admet une forme close. On a aussi des formes closes dans le cas de la parcimonie par groupe. Dans le cas de la parcimonie hiérarchique, en fait, on a montré qu'on pouvait trouver un algorithme qui donnait la solution exacte en temps linéaire. Dans le cas où on a des groupes généraux, on a aussi travaillé avec ce type de méthode, et on a des algorithmes qui sont plus coûteux, basés sur d'optimisation sur des graphes. Donc en fait, il y a pas mal de littérature maintenant là-dessus. Et notamment quelque chose qui intrigue beaucoup les gens d'optimisation, et que là j'ai présenté une version très simple. Mais il existe aussi des versions accélérées avec des meilleurs taux de convergence qui sont un peu plus complexes, que je n'aurai pas le temps de détailler. Donc voilà, c'était à peu près tout sur les méthodes proximales. Et dans les quelques minutes qui restent, je vais vous parler juste de l'idée principale de l'algorithme Lars, qui est basé sur le fait que, si vous vous rappelez, qu'il va donner en fait toutes les solutions donc, alpha du problème d'optimisation pour toutes les variables lambda. Et en fait, si vous vous rappelez, je vous avais dit à un moment que le chemin de régularisation, donc ce couple lambda et alpha star de lambda, c'est-à-dire les solutions qui dépendaient de lambda, était un chemin qui était continu par morceaux. Et en fait, l'algorithme Lars, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un point sur le chemin, donc un point en fait trivial qui est facile à obtenir, calcule la direction du chemin, il suit le chemin jusqu'au prochain changement de direction, et ainsi de suite. Et en pratique, ça va donner lieu à un algorithme qui est assez proche en termes d'implémentation de la poursuite de vecteurs orthogonales, qui a à peu près la même complexité, et qui permet de résoudre toutes les solutions de ce problème-là pour toutes les valeurs de lambda. Ce qui est assez intéressant en soi, et qui intéresse aussi les statisticiens. Donc, pour ça, en fait, juste, je ne sais pas s'il reste 5 minutes ou... Non. Non. Donc, sinon c'est pas grave, le reste était des détails techniques, mais si vous avez des questions, on peut en discuter après. Quoi. Là, tu as parlé que l'optimisation des alphas et rien sur le dictionnaire. Oui, le dictionnaire, j'ai juste dit dans cette présentation qu'une façon simple et bête, c'est de fixer D optimisé par rapport à tous les alphas, fixer alpha optimisé par rapport à D, et que nous on avait développé des méthodes d'apprentissage en ligne qui étaient assez efficaces. C'est à peu près tout ce que... Si je veux pas prendre plus de minutes, c'est à peu près tout ce que je peux dire dessus. Et le langage SPAM ou la plateforme SPAM, ça consiste à regrouper tous ces... J'ai codé certaines, la plupart de ces méthodes d'optimisation en C++. J'ai fait une interface MATLAB et on a du code en ligne pour faire ça, qui est assez efficace. On a beaucoup de code à venir en fait, pour toutes les méthodes proximales notamment. Et voilà. Et que vous mettez en ligne en fait. Qu'on va mettre en ligne. D'accord. Donc il n'y a pas les sources pour le moment, mais ça va venir. Il y a quoi? Il y a de la documentation. Pour l'utiliser. Bien, on peut encore une question pendant qu'on change de PC. Mais... Non. Tu peux peut-être en profiter pour parler des méthodes d'apprentissage du dictionnaire autres. À ma connaissance, il y en a un grand nombre qui sont basés sur l'alternance entre alpha et D, avec des variantes. Comment on met à jour D? Est-ce qu'on fait une descente de gradient sur un gradient projeté pour D? Est-ce qu'il y a des approches aussi, on distingue les approches convexes et... Enfin, dans tous les cas, on fait du non convexe, mais il y a certaines approches adaptées à une régularisation L0 non convexe. Il y a des variantes en fait qui combinent en boucle des approches OMP et mise à jour du dictionnaire. Donc il y a le mode KSVD, bon, c'est un peu différent, il y a des variantes, il y a des subtilités dans tout ça. Et les approches avec L1, il y a l'approche en ligne qu'on a développée, l'approche où on alterne simplement avec différentes variantes pour mettre à jour D. J'en connais pas tellement d'autres en fait. Et l'idée de l'approche en ligne, c'est quoi? L'idée de l'approche en ligne, en fait, c'est de dire qu'on a un grand nombre d'exemples d'entraînement et que mettre à jour D, c'est très rapide. Et mettre à jour 1 million de vecteurs alpha, c'est très coûteux. Donc l'optimisation en ligne, peut-être la formulation donne une idée.
explique un peu ce que c'est que l'approche en ligne en général. Voilà. Ça consiste à dire, en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas tous les vecteurs alpha, c'est juste d'avoir une fonction de coût qui dépend de D. Et en pratique, si on utilise un peu terminologie, formulation d'apprentissage, j'ai un ensemble d'entraînement YI, j'ai des paramètres D qui est mon dictionnaire, et j'ai un coût empirique que je souhaite minimiser. Si je définis le coût empirique comme, bon pareil, ici c'est Y, comme la solution du lasso, en fait, j'obtiens exactement ce que j'ai montré précédemment avec ces problèmes de factorisation de matrice, c'est exactement la même formulation qu'auparavant. Maintenant, si n tend vers plus l'infini, en fait, je peux considérer l'optimisation de ce problème-là, qui peut être fait avec des algorithmes d'approximation stochastique. En fait, en pratique, qu'est-ce qui va se passer? On va tirer aléatoirement un échantillon Y parmi la distribution des Y. On va faire un pas pour mettre à jour D, ensuite on va en tirer un autre aléatoirement et ainsi de suite. C'est un peu l'idée des approches en ligne. Ça permet à la fois d'avoir des ensembles d'apprentissage qui sont potentiellement de taille infinie ou qui sont dynamiques, qui peuvent changer au cours du temps. Voilà. Tiens, on va enlever ça.